Dans cet épisode, tu pars à la découverte de Sébastien Oursouri-Garay, directeur sportif du Azur Tennis Club d'Asnières. Tu vas voir comment à 38 ans, il finit par jouer contre un de ses modèles en match par équipe, soit Arnaud Clément, et il finit par gagner sur un truc de fou. Ensuite, tu verras comment pendant sa jeunesse, il a eu un comportement parfois inacceptable sur le terrain, et que grâce à son papa, qui le sort du terrain, il finit par changer à jamais. Enfin, tu verras comment il opère au sein du Azur Tennis Club d'Asnières pour devenir un des clubs les plus innovants en France. Bonne écoute. Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs. Viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut Sébastien, je suis ravi de t'avoir sur le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Dans quelques secondes, je vais te demander de te présenter, mais je sais que les auditeurs aiment beaucoup quand on commence avec une petite anecdote. Est-ce que tu as une anecdote cool tennistique à nous raconter? Salut Arthur, écoute, moi je suis ravi d'être là avec toi. Alors oui, j'ai une petite anecdote et c'est vrai que moi maintenant j'ai 38 ans, donc j'ai beaucoup joué avant. Mais finalement, l'anecdote là qui me parle le plus, ben, je l'ai vécu hyper récemment, je l'ai vécu cette année, puisqu'en fait je fais partie de maintenant des plus de 35 ans. Et donc j'ai eu la chance de faire une campagne en fait de championnat par équipe avec mon club d'Azur. Et en fait, on a très bien joué. Et en fait, on s'est retrouvé avec mon ami que tu dois peut-être connaître, Mathieu Rodriguez, voilà, qui a été un très bon joueur. Il a été 200 ATP. Donc là, on joue vraiment pour le plaisir, hein. C'est vraiment très sympa. Et il s'avère que pour les quarts de finale, on s'est retrouvé à jouer au club contre l'équipe de Aix-en-Provence où il y avait Arnaud Clément. Okay. Et Arnaud Clément est venu et donc a fait la rencontre. Et il s'avère qu'on se retrouve. Donc moi, je bats le frère de Arnaud Clément, Bruno. Mathieu gagne, bat Arnaud Clément. Un match super accroché, avec beaucoup d'intensité. C'était incroyable de les voir jouer à ce niveau-là. Euh, et derrière, en fait, notre numéro 3 perd. Et donc, on se retrouve à jouer un double décisif, donc pour qualificatif pour les demi-finales du championnat de France. Et donc, je me retrouve avec Mathieu à jouer Arnaud Clément et Bruno Clément. Donc, pour Énorme. moi, t'imagines, c'est incroyable. Enfin, je l'ai vu à la télé. Pour moi, c'est une idole, quoi. Je suis pas très grand aussi. C'est quelqu'un qui m'a vachement inspiré. Donc, c'était juste un rêve de le jouer. En plus, c'était chez nous, à la maison. Plein de supporters, c'est une ambiance incroyable. Et on se retrouve à faire ce match assez incroyable. On arrive à gagner le premier set avec Mathieu. On prend assez cher au deuxième. Arnaud Clément vraiment élève son niveau et là on se dit voilà, ça va vraiment être compliqué. Voilà, Et finalement on se retrouve avec le fameux super tie-break, hein, maintenant qui est sur les plus 35, c'est systématique. Et donc on se retrouve dans ce super tie-break avec une ambiance incroyable. On se retrouve à 8 partout. On gagne un point, on est à 9-8 balles de match. Et là, service Arnaud Clément. Et bon, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais donc il rate sa première balle, tension à son comble, et on se dit voilà, c'est un joueur qui a été à un tel niveau, il ne peut pas rater, c'est pas possible. Et en fait, donc silence incroyable, il sert sa seconde, et là, il nous fait la petite bande, elle passe pas, double faute d'Arnaud Oh, Clément sur balle de match. putain. Et on gagne cette rencontre. Malheureusement, sur une double faute, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais comme quoi, voilà, même avec une expérience incroyable, on peut avoir un peu de Ouais. stress pour ces moments-là. Et voilà, et ce qui a été génial aussi, c'est que derrière, on s'est retrouvé justement à manger avec toute l'équipe d'Aix-en-Provence et on a trouvé un mec adorable, super sympa avec tout le monde. Et on a passé un grand moment. On a bu un peu de vin ensemble, ils sont restés longtemps. Et voilà, un match par équipe dans toute sa splendeur, voilà, qu'on aime dans les clubs, quoi. Il avait fait des doubles avant dans le match ou pas?
Bah, non, je crois pas. Enfin, Ouais, en c'est tout la première. cas, peut-être une ou deux comme ça, mais non, je pense que vraiment, à un moment donné, je pense qu'il y avait un peu de temps. Ouais. Un peu. Euh, Voilà. Du coup, vous vous êtes qualifié pour les demi-finales du championnat de France plus de 35 ans. C'est ça, exactement. Donc, C'est quand? et malheureusement, ah ouais, c'était énorme. Enfin, pour moi, j'ai jamais eu de titre. Enfin voilà, donc c'était vraiment, on était comme des fous. Et on devait faire le Final Four en fait à Rouen. C'était programmé le 15 mars et on a été confiné le 13. Et donc, ça n'a pas pu se faire. Et finalement, la FFT a décidé d'annuler carrément la compète. Ah non, Donc, dur. on pourra pas, ouais, donc on ne gagnera pas de titre de champion de France cette année. Ok, merci pour cette anecdote de fou qui fera plaisir à beaucoup de joueurs. Sébastien, donc ton nom de famille que j'ai pas prononcé, c'est Ursurigaray, je le prononce bien. Parfait. C'est Est-ce pas que très je peux facile. te Bravo. demander aux... Non, on en reparlera, parce que j'ai une petite... du coup, j'imagine... T'es basque, on est d'accord? Tout à fait. Ouais, j'aurai une surprise à te faire un peu plus tard. Est-ce Ok. que je peux te demander de te présenter aux joueurs et joueuses de tennis qui nous écoutent? Bah, voilà, donc Sébastien Oursourigaray, je suis à la base joueur de tennis, hein. Voilà, j'ai beaucoup joué, beaucoup, beaucoup. J'ai été -15 à mon max. Pendant des années, j'ai fait un peu tous les tournois en France. Je suis monté relativement tard. J'étais pas un grand joueur jeune, hein. À 16 ans, j'étais 15-3. Après, je suis monté pas mal. Mais du coup, je suis monté très tardivement à un classement négatif, donc à 24 ans. J'ai eu la chance, j'ai pu faire un peu de circuit, mais finalement très peu. J'ai joué essentiellement en France. Je suis fier d'avoir gagné 3 points ATP quand même. Donc j'étais dans le classement dans le tennis mag. C'était la fierté de ma mère, hein, quand même. Euh, donc voilà, donc je suis un passionné. Je faisais des saisons à entre 80 et 120 matchs par an. Je faisais des études à côté aussi. Et voilà, et je me suis retrouvé, donc là c'est ma 11e année à Paris. Je suis du Sud, hein, mais je suis arrivé à Paris pour suivre ma compagne en fait, qui était prof, donc qui s'est retrouvée à enseigner à Paris. Et du coup, j'ai commencé à donner un peu de cours. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un contrat, je travaille du lundi au mercredi, donc ça me permettait de pouvoir jouer tout le week-end. C'était top. Et au fur et à mesure, bah, l'âge avançant, mes prestations étaient de plus en plus décevantes. Voilà, au fur et à mesure, bah, c'est difficile, hein, de garder un niveau quand on travaille. Donc petit à petit, je me suis vraiment lancé dans l'enseignement. Et j'ai eu la chance donc d'être assez rapidement responsable d'un pôle compétition, donc à Azur Tennis Club d'Anières. Et puis voilà, donc j'ai construit avec mes collègues un pôle de compétition voilà, qui a pris pas mal d'ampleur, qui en prend toujours. Et là, du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de prendre le poste de directeur sportif il y a 6 ans. Voilà, donc je suis directeur sportif voilà, d'un superbe club voilà, tout proche de Paris depuis 6 ans. Comment est-ce que tu en es arrivé au tennis? Où est-ce que tu tapes cette première balle et pour quelle raison? Alors, c'est une très bonne question. Je viens d'une famille, moi, de pelotarie. Donc, voilà, la pelote basque, hein. Donc, si tu connais, peut-être que les gens ne connaissent pas. Pas C'est un pareil que peu la du cesta punta. Si, alors, donc la pelote, en fait, ça regroupe plein d'instruments différents. Donc, ouais, là, il y a la cesta punta. Moi, mon père était un pro de ce qu'on appelle le Yoko Garbi. C'était le petit gant, le Chistera. La Chistera. Et voilà, donc, il a été champion de France quand il était jeune. Donc, il faisait pas mal d'exhibitions. Donc, j'ai toujours baigné quand même dans le milieu du sport et finalement un peu de la balle, hein, voilà. Et en fait, ce qui m'a déclenché, c'est que mes parents, à l'âge de 6 ans, m'ont envoyé faire un stage. C'était un petit stage sympa et je me suis retrouvé à faire du tennis que je ne connaissais pas du tout. Et très rapidement, eh ben, je me suis pris de passion pour ce sport. Je ne vais pas te cacher que assez rapidement, dès ce premier stage, j'ai déjà fait des crises de nerfs sur le terrain. Donc je pense que les gens se sont dit, l'éducateur a dit, lui, il faut le mettre au tennis, il y a un truc. Alors après, il va falloir réussir à le canaliser. Mais en fait, je me suis pris d'amour pour la compétition surtout. Euh, et le tennis, c'est parce que c'est un jeu. Moi, je suis un joueur. Mon père fait beaucoup de pelote. C'est du jeu. Moi, je suis très joueur.
Et c'était vraiment dans mon tempérament, c'était à la fois ludique, il y avait vachement de dépenses physiques et j'ai accroché assez rapidement. Tu nous as dit tout à l'heure que tu es monté assez tard au classement. Tu as parlé à un moment donné, je crois, de 15-3, 15... Non, tu es monté négatif à 24 ans. C'est quoi, du coup, ta progression en classement? Je trouve ça super intéressant parce que Ouais, bien sûr. très souvent, on croit que pour avoir des bons classements au tennis, il faut avoir été bon jeune, qu'il est toujours trop tard pour s'y mettre, ce qui est, pour le coup, je trouve souvent une excuse. Du coup, à quel âge tu étais classé combien à quel moment tu t'es dit bah, j'ai envie de jouer mieux, de continuer à progresser? C'est quoi ta structure de classement que tu as fait? En fait, donc j'ai commencé très tôt quand même. Et j'ai eu la chance d'avoir de super formateurs, donc j'ai eu une base assez solide. Et j'étais plutôt pas mauvais quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'ai fait quand même les championnats de France euh, qui étaient à l'époque à Blois, donc chez les 10 ans. Donc voilà, je me débrouillais bien, j'étais dans les meilleurs quand même donc de la Ligue CBBL, Côte Basque Berne-Land. Après, j'ai eu une évolution très lente. J'ai eu des gros soucis, comme beaucoup de joueurs, de nervosité, de tension. Enfin, c'était jusqu'à 15-16 ans. J'ai même arrêté pendant 4 mois parce que je n'arrivais pas du tout à canaliser mes émotions. J'espère que certains ne m'en voudront pas voilà, de certains matchs. Mais c'est vrai que j'étais très nerveux et ça m'a énormément desservi. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur à 16 ans. Donc c'est ça, j'étais 15-3. Je remets un peu dans le contexte. 15-3 à l'époque, il y avait les contres, etc., etc. Donc je pense qu'en termes de niveau de jeu, j'étais sans doute un peu mieux maintenant si on avait le nouveau système de classement. Mais bon, j'étais pas fort. Voilà, j'étais vraiment pas fort. Et j'ai eu la chance de rencontrer un peu mon mentor. Je le cite parce que il est toujours en activité. Il s'appelle Philippe Dallès. Il est Donc il toujours nous a en région basque? il est toujours, ouais, il est toujours sur. Quel Alors club? moi, je suis dans le Béarn, j'habite dans le Béarn. Lui, il est du côté de Pau, mais moi, je suis d'Orthès. Et voilà, donc il s'est retrouvé enseignant à Orthès. Et ça a été un peu un coup de foudre, voilà, tennistique. Et il m'a vachement appris. J'ai fait un peu de travail mental que je connaissais pas. J'ai fait de la visualisation. J'ai fait pas mal de choses qui m'ont permis de reprendre beaucoup de plaisir à aller en compète. Et donc voilà, donc là j'ai fait 15-3-15, 15-3-6. Donc là j'ai rattrapé un peu le wagon. Et en gros, sorti, j'ai fait 3-6, 1-6. Et donc en gros, sorti du bac, j'étais à 1-6. Ce qui n'est pas fou non plus. Hein. J'avais l'opportunité de partir aux États-Unis. Je n'y suis pas allé par peur. C'est aussi simple que ça. J'aurais très bien pu le faire et je le regrette un peu, pour te dire. Mais je suis parti en fait, ce qui à l'époque s'appelait les CNUT, un centre national universitaire de tennis. Je crois que ça a Où ça? repris un peu maintenant. Et c'était à Poitiers. Donc génial, c'est-à-dire que j'ai pu aller à la fac et donc j'avais un parcours aménagé, je pouvais m'entraîner. J'ai découvert aussi quand même la fête, ce qui ne m'a pas aidé non plus. Voilà, mais en même temps, voilà, une super expérience étudiante, tennis. Voilà, moi je peux pas me plaindre. Les vacances, bah, je ne travaillais pas, j'allais faire des tournois, je gagnais un peu de prize money. Enfin, c'était génial. Moi, j'ai vécu des moments extraordinaires, mais j'ai stagné en fait quand même en termes de niveau. Voilà, j'ai fait 4-5 ans comme ça à la fac, incroyable, mais j'ai fait un 6, un 6, un 6-0. Voilà. Et en fait, c'est quand je suis parti de Poitiers, je suis parti à Bordeaux. Moi, je suis censé, enfin, j'ai fait des études pour être prof des écoles. Et l'année en fait où je passais donc le diplôme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est incroyable. Je me suis entraîné toute l'année avec mon meilleur pote, voilà, Pierre-Jean, que je salue, voilà, qui est 15-1, 15-2, mais on se faisait des entraînements, mais de brut incroyables. Et en fait, j'ai réussi à gagner des matchs, j'ai pris confiance, voilà, et j'ai fait une année incroyable. J'ai fait 1-6, moins 15. Alors, j'ai gagné mon premier match T'avais 20 à ans? Saint-Bruno contre, pareil, pour moi, c'était l'idole de la côte basque, Jean Cazobon. Pour moi, c'était impossible de le battre et je le bats. Et ça a été un déclic incroyable. Je me suis dit, en fait, ouais, je peux les battre. Et du coup, ça a été parti. Je fais une année mais hallucinante. Je finis avec 125 matchs, je crois. Et je me retrouve avec, je sais plus quoi, 13 moins 30. Enfin, je suis à deux doigts de monter à moins 30. Quoi. Et après, voilà. Et après,
Et après, je suis resté dans ces eaux-là, -15, je suis redescendu à -4, -4, -15, voilà. Pendant des années, pendant 7-8 ans. Est-ce que tu avais joué Jules, Marie, mon frère? Jamais, jamais. Je l'ai croisé en tournoi. Je me rappelle, c'était à pas Creil, c'était, je sais plus où c'était. C'était en Picardie, je crois. On faisait le même tournoi, mais je ne l'ai jamais joué. Ok. Tu nous as parlé pas mal d'émotions tout à l'heure. Tu nous as dit que tu étais dur à canaliser, que c'était un point faible, du coup, ce que je comprends chez toi. C'est Est-ce que ça. tu sais pourquoi? Est-ce que comment tu t'en es rendu compte et comment tu l'analyses aujourd'hui avec ton passif, du coup, de ton expérience d'entraîneur? J'imagine que si tu te croisais sur le terrain à 17-18 ans, Bien sûr. tu auras envie de t'en mettre deux dans la tronche. Tout à fait. Pourquoi Non, pourquoi t'étais comme ça? pourquoi j'étais comme ça? Parce que voilà, ça, c'est difficile, c'est de la limite du psy, mais c'était, j'étais très compétiteur, c'est-à-dire vraiment une haine de la défaite terrible, mais d'un autre côté, ça me stressait énormément. Donc en fait, j'étais tout le temps dans la frustration, tout le temps. C'est-à-dire que j'arrivais pas du tout à développer le jeu que je pouvais avoir à l'entraînement parce que je me tendais. J'étais vraiment très tendu. Pourtant, j'étais jeune, je faisais des épisodes de crampes incroyables, alors que voilà, physiquement, j'étais très bien. Donc c'était très psychologique. Et on ne se rend pas compte, pour des jeunes, il y a une pression qui est assez incroyable parce qu'il y avait mes parents qui finalement m'ont toujours suivi, mais il y avait quand même une pression un peu de se dire, bon, mais il faut quand même des résultats. Moi, j'étais dans une région où pour aller faire des tournois, il fallait faire des bornes. C'est-à-dire qu'il y avait un tournoi, il fallait faire 50 km pour aller faire un tournoi, donc il y avait quand même une attente. Faire un tournoi, prendre 6-2, 6-2, on rentre à la maison, c'était pas évident, donc il y a eu tout ça. Et le déclic, c'est un jour mon père, donc je me comporte extrêmement mal avec mon adversaire en premier, avec la famille de mon adversaire, et je finis par mal me comporter avec mon père. Et là, mon père m'a sorti du cours. Voilà, il m'a dit c'est très simple, donc je suis sorti du cours. Et il m'a dit écoute Sébastien, on va faire comme ça, c'est-à-dire que j'avais pas le permis évidemment. Et du coup, il m'a dit ben, je t'amène plus, c'est fini, tu veux faire des tournois, tu te débrouilles. Quel âge Et t'avais à ce là, moment-là? du coup, tu commences un peu à cogiter. Tu te dis, ouais, parce que je le savais hein, que je me comportais pas bien. J'étais plutôt sympa, ça se passait très bien en dehors du terrain, mais j'ai eu des comportements voilà, très limites étant plus jeune. Ça m'est arrivé plus tard aussi, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, moi je le vois. Maintenant, j'ai été entraîneur et j'ai eu affaire à des gamins qui avaient beaucoup de bonne volonté, mais qui en match avaient vachement de mal à contenir leurs émotions, tout simplement. Donc après, j'ai fait tout un travail aussi avec mon coach après sur de la visualisation, sur de la respiration, sur de la prépa mentale. C'est vrai que finalement, on en faisait très peu à l'époque. Je me rends compte aussi qu'on en fait finalement très peu aussi dans nos clubs aujourd'hui. Et alors, c'est un mot qui est large, hein, évidemment, mais c'est un pan. Nous, par exemple, dans notre académie, on travaille avec 2 préparateurs mentaux. Pour nous, ça nous paraît maintenant primordial de travailler que les enfants puissent verbaliser, puissent discuter, puissent comprendre leurs émotions, comment réussir justement quand on a une émotion comme ça qui jaillit, bah, quel moyen je vais avoir pour justement les contrebalancer, tout simplement. C'est tout un travail. Pour moi, c'est un travail à faire. C'est intéressant parce que on ressent une espèce de frustration par rapport aux émotions que tu as eues, l'énervement sur le terrain à ce moment-là. Et pour autant, la façon dont tu le décris, où tu disais que bah, tes parents, du coup, notamment ton papa, pouvaient t'accompagner au tournoi. euh, on sait aussi à quel point pour les parents, c'est hyper compliqué d'amener les enfants au tournoi et tout. Donc, du coup, tu as une espèce quand même de forme de privilège qu'on ait pu t'amener au tournoi et tout. Et Et, souvent, on parle beaucoup des sacrifices au tennis. Est-ce ouais, bien que sûr. toi, tu as eu l'impression quand même, parce que pour arriver à ce niveau, ça demande quand même des sacrifices. Tu parlais des bornes pour aller faire un tournoi. J'imagine qu'au lieu de faire 50 ou 100 km pour faire un tournoi, tu aurais pu te dire, bah, je vais faire la teuf ce week-end. Est-ce que tu as Ouais. quand même cette notion de sacrifice qui t'a emmené à haut niveau? Alors, je suis pas pour moi, je ne suis pas allé à haut niveau. Je suis allé à un bon niveau. Voilà, je suis allé au max de ce que je pouvais faire, je pense.
Mais concrètement, oui. C'est-à-dire jusqu'à 18 ans, le tennis, enfin, c'était des sacrifices. Mais mon père, mes parents, pour te dire, moi j'habitais en fait Orthès, et Comment juste à s'écrit côté, Orthès? Orthès c'est Orthez. Ok. Et en fait, tu as une ville qui est à côté, qui est dans les Landes, qui s'appelle Dax. Donc, Ouais. c'est à peu près, alors je ne vais pas dire de bêtises, hein, je ne vais pas froisser les Landais, mais ça doit être à 30-35 km, quoi. Et mon père, parce que du coup, comme Arthès, à un moment donné, il n'y avait pas assez de matière, machin, donc j'ai dû m'entraîner là-bas. Et je faisais 3-4 fois par semaine. Mon père, sorti d'école, on prenait la voiture et on allait s'entraîner à Dax et on revenait. Et il a fait ça pendant des années. Pendant des années, il m'amenait, il restait là à regarder mes entraînements, il me ramenait, il m'amenait partout sur les tournois. Voilà, c'est des sacrifices énormes. Mais quand tu es petit, quand tu es jeune, tu t'en rends pas forcément compte aussi. C'est ça qui est aussi Qu'est-ce qu'ils difficile. faisaient tes parents comme boulot? Moi, mes parents, voilà, mon père, il travaillait à France Télécom. Il était agent, il bossait toute la journée. Voilà, ma maman était comptable dans une petite boîte. Donc, voilà, il bossait voilà, toute la journée. À quel Donc, oui, moment on tu avait. te... Vas-y. Non, non, mais voilà, on n'avait pas beaucoup de moyens. Mais à l'époque, voilà, c'était pas très compliqué. Je veux dire, je suis pas, j'étais pas du tout sur le circuit. J'étais très loin de ça. C'était des petits tournois. Mais malgré tout, c'était une passion qui prend de la place, qui prend vraiment de la place. J'avais un petit frère. Et mon petit frère, finalement, a un peu pâti de ça aussi, hein. Dans les familles, ça arrive souvent, hein, quand il y a des projets comme ça. On y va à fond avec un, et puis il y en a un autre qui est un peu laissé à côté. Bon, finalement, il a fait du tennis aussi, hein, et il s'est pas trop mal débrouillé à un moment donné. Mais est-ce que c'était sa vraie passion? Je suis pas certain. Il a arrêté assez tôt. Il n'a pas eu trop d'autres choix finalement que de faire du tennis. Et souvent dans les familles, c'est un peu ce qui arrive. J'ai connu ça. À quel moment tu te dis que c'est bon, t'as fait tes armes, t'as envie de passer à l'histoire d'après? À quel moment tu dis, bah, j'imagine que tu passes ton BE. Non, tu m'as dit que au début, tu voulais être professeur des écoles. Comment tu fais cette transition joueur slash professeur des écoles slash entraîneur de tennis? J'ai toujours été dans l'enseignement. Depuis que je suis tout jeune, voilà, je te dis, quand j'avais 15-16 ans, je donnais déjà des cours. Voilà, j'allais dans les Landes, à Vieux-Boucau notamment. Je donnais des cours de tennis. J'ai toujours été dans la PEDA. J'ai voulu d'abord passer mon CAPEB parce que je voulais être prof de EPS. Puis finalement, parce que pour moi, c'est un métier qui est très, très difficile, euh, professeur des écoles. Et donc, au final, il y avait le tennis, j'ai beaucoup joué. Je me suis dit, bah, c'est un peu la transition logique. Donc, je vais passer mon diplôme d'État. À l'époque, je le dis, hein, on avait aussi la chance. Alors, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est pas terrible, mais j'ai passé mon diplôme d'État en candidat libre, donc c'était beaucoup moins lourd que maintenant. Donc, ça a été, on va dire, un peu plus facile que maintenant pour avoir ce diplôme d'État. En quelle année tu le passes? C'est une excellente question. Là, je ne l'ai pas en tête. C'est 2006, je dirais, je pense. Ok, donc pas loin Donc, avant que ça change et que ça s'appelle le c'est DE. ça, c'est ça, ouais. Quelques années, ouais, je vous dirais peut-être 2 ans, 2, 3 ans après, je pense que c'était la nouvelle formule. Ok, Voilà. donc là, ton ami est muté ou arrive en région parisienne et tu te dis que Ça. tu vas suivre. Et comment tu arrives, parce qu'on on va commencer à parler du club d'Azur aussi, comment est-ce que tu arrives à ce club d'Azur? Ouais. Pourquoi pas un autre club? Raconte-nous un peu cette transition. Écoute, pareil, donc j'ai contacté pas mal de clubs. J'avais vu donc à la Bourse de l'Emploi qui permet de voir un petit peu tout ce qui se proposait. J'ai fait des entretiens dans pas mal de clubs. Euh, Plutôt des gros clubs. Je ne sais pas si je peux les nommer, mais je ne les nommerai pas. Mais voilà, plutôt des gros clubs. Et en fait, j'ai trouvé à Azur, donc à l'époque, il y avait un directeur sportif qui avait mon âge, donc qui était assez jeune. Et en fait, très rapidement, j'ai trouvé que ce club avait un vrai potentiel. Il y avait une vraie âme. C'est un club qui est un peu enclavé dans une ville. C'est assez étonnant quand tu arrives. Tu te dis jamais qu'il y a 8 cours de tennis. Voilà, il y avait un resto. Il y avait une ambiance club, voilà, que assez vite j'ai perçu et je me suis dit tiens, ça pourrait, voilà, j'ai été séduit assez rapidement. Et puis en plus de ça, il me proposait effectivement un contrat qui me permettait de continuer aussi à jouer.
j'ai eu aussi des gros clubs qui me disaient, écoute, c'est terminé, moins 15, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est que tu bosses le vendredi, le samedi. Et du coup, en fait, je mettais une croix sur le jeu et j'étais absolument pas prêt à ce moment-là d'arrêter de jouer, quoi. Donc voilà, ça a été comme ça que ça s'est fait. Ok. Comment, qu'est-ce que ça te fait de donner ces cours? Tu dis que tu as commencé tôt dans l'enseignement. Est-ce que, je ne sais pas, il y a un public qui te motivait? Est-ce que tu avais tout de suite une envie de te dire, et d'ailleurs peut-être aussi pas du tout, une envie de te dire, bah, j'ai envie que certains jeunes apprennent des erreurs, des échecs que j'ai eus? Est-ce que tu t'es dit, bah, j'aime bien, je sais pas, donner des cours aux adultes? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette partie d'enseignement, outre le club? Écoute, moi, alors, c'est vrai que j'ai un parcours un peu sans doute atypique, c'est-à-dire qu'avec mon classement aussi, bah, très rapidement, j'ai donné beaucoup de cours finalement assez rapidement sur des enfants de compétition. Au final, j'ai eu très peu d'adultes, j'en ai eu un peu. Moi, c'est un peu, de toute façon, tous les publics, je trouve tout est intéressant. Après, moi, j'ai eu l'opportunité assez rapidement d'entraîner des jeunes qui d'ailleurs n'étaient pas le niveau à l'époque, hein. À Azur, on était sur du début de troisième série. Voilà, c'était sur des petits, il n'y avait pas vraiment de détection. Voilà. Moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est toute la partie développement aussi, très rapidement. Moi, ça a toujours été un peu mon dada. Ce qui m'a plu, c'est qu'on m'a fait confiance assez rapidement sur le fait de monter un centre de compète. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est le directeur sportif de l'époque qui l'a créé, mais j'ai pu quand même le développer, j'ai pu assez rapidement mettre en place des horaires aménagés. Et effectivement, ce que j'avais envie, c'était de partager un peu ce que j'avais vécu, et forcément, c'était plus simple de le faire avec des gamins qui venaient de la compétition. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques lignes, c'est quoi le club attends, on dit Azur Agnières, Agnières Azur, Tennis Club d'Azur Et d'Agnières. Azur Tennis Club d'Anières. Azur, est-ce que tu peux nous parler en quelques lignes du Azur Tennis Club d'Agnières? En quelques lignes, c'est pas facile, mais En ton temps. si je peux résumer, voilà, si je dois résumer le club là à l'heure actuelle, et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de véhiculer et de faire avec toute la team, c'est que oui, on est un gros club, on est devenu un gros club, hein, je ne veux pas te dire de bêtises, je crois qu'on doit être, en termes de licenciés, on doit être le septième plus gros club de France, septième ou huitième, je ne sais plus. On ne l'était pas du tout, hein, quand je suis arrivé du coup il y a 11 ans, on était 700 membres, hein. Là on est 1500. Euh, donc on est un gros club, mais par contre on veut absolument garder cette dimension club, cette dimension comment dire, amicale, esprit d'équipe, esprit club. On bosse, il y a un resto, c'est un vrai lieu de vie. Moi, ce que je voulais pas, c'est faire d'un club une usine à gaz. Même si à un moment donné, forcément, plus il y a de monde, plus c'est difficile à gérer. Euh, mais voilà, c'est un club qui s'est structuré. On a réussi, je trouve, à professionnaliser tout ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est professionnaliser les assos de tennis pour garder derrière, pour avoir justement l'esprit tranquille et se dire on peut garder l'esprit convivial parce que justement tout est calé, tout est staffé pour que chacun dans le club sache quelles sont ses responsabilités, quels sont ses rôles et que chacun justement ait des responsabilités. Un club, ça ne marche pas avec une personne ou deux personnes, c'est pas possible. Ça marche d'abord parce qu'il y a un binôme qui doit marcher incroyablement bien, c'est le binôme dirigeant et équipé là. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve encore incroyable. Je trouve des clubs où il n'y a pas de lien entre les deux, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, j'ai la chance aussi d'avoir des dirigeants qui sont assez incroyables là-dessus. Ils nous font confiance, mais nous aussi, on leur fait confiance. Et moi, l'idée, c'est que vraiment tous les profs moi, que j'ai et qui viennent à Azure, ils se disent, ben voilà, je viens à Azure, je peux évoluer, je peux mettre en place des choses. Je ne suis pas juste là à donner des cours de tennis, je repars, je viens, je pars. Non, c'est autre chose et je pense que si on veut que le tennis, dans cette période actuelle qui est quand même plutôt morose, je pense que c'est important qu'on arrive à dynamiser tout ça, à mettre en place des nouvelles choses en fait. Il y J'ai a, pas très bien résumé, c'était un peu fouillis, mais voilà.
as compris Non, non. l'idée. Mais je peux peut-être t'aider et dire à nos auditeurs Très que bien. moi, je suis originaire de Normandie, de Caen. Je suis arrivé à Paris en 2011. J'ai fait quelques clubs de tennis pour essayer de trouver un endroit sympa. Et le club où j'étais est bise à Sébastien Torrent, le directeur sportif, donc à Mondeville, à 10 minutes de Caen. C'était le club le plus stylé du monde. Il y avait que 2 cours intérieurs, 3 cours extérieurs. C'était la famille la plus incroyable du monde. On était, je pense, 150 adhérents, mais il y avait un niveau de fou. Et c'était tous les dimanches, barbecue, tennis, tennis ballon, tout ce que tu veux. Et je suis arrivé à Paris et genre, j'ai détesté l'expérience des clubs dans lesquels je suis arrivé. C'était juste horrible. Et il y a 2, 3 ans, un peu par pur hasard. Je sais plus trop comment c'était écrit ou quoi. J'avais une entreprise qui permettait de se faire des t-shirts de tennis avec des expressions. Je sais plus du tout comment c'est écrit. Et au final, j'ai fini par proposer pendant le tournoi d'Azur les t-shirts de tennis où tu m'avais gentiment accepté. Et en fait, j'avais dû passer 4, 5 jours là-bas et je me suis dit, ah mais attends, c'est un truc de ouf. C'est la première fois que je vois un club où genre, il y a de l'animation, il y a des gens qui viennent tous les jours pour voir les matchs, il y a un resto où il y a des gens qui viennent manger, il y a du bon tennis, il y a une équipe, il y a des profs qui sont là, même quand ils bossent pas pour faire vivre le club. Et je me suis dit, ce club est dingue et je le pense toujours. Je me rappelle même aussi que on avait un petit peu discuté sur vous, ce que vous faisiez, notamment pour animer la communauté du club, Ouais. etc. Donc j'avais un souvenir de dingue de ce club. Comment comment t'as fait, comment votre équipe a fait pour faire du club un peu un club famille, mais aussi axé sur, quand je dis nouvelles technologies, c'est juste que les moyens de communication sont à jour pour dialoguer avec le club, alors qu'il y a tellement de clubs où genre c'est impossible que les gens communiquent entre eux et du coup, à la fois physiquement et à la fois en ligne, les gens ne communiquent pas. Comment vous avez créé cette dynamique de club? Écoute, alors moi je suis tout à fait, voilà, tout ce que tu as dit, déjà merci, hein, c'est sympa. Mais tu as tout dit, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux, on peut faire du loisir de qualité, on peut faire de la compète de qualité, on peut tout faire dans un club. Pour moi, on peut tout faire. C'est une question de volonté. Et le nerf de la guerre, effectivement, là où on a beaucoup travaillé, c'est sur tout ce qui est aspect la digital, communication, capable de développer, d'être curieux finalement, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font des choses super bien dans le tennis. Il y a plein de petites boîtes. Voilà. Moi, c'est un exemple parce que ce sont des amis aussi. Nous, on est un des premiers clubs à avoir testé le Mojo, par exemple. Mojo, qui est un système de vidéo qui fait des stats. Machin. Donc, l'idée, c'était de se dire, au lieu de dire non, 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 on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire, parce que c'est clair que tout ça a des coûts, hein, forcément. On se dit, attends, voyons comment ça peut marcher, voyons comment on peut faire, voyons comment on peut le financer aussi. Parce que finalement, ça peut permettre aussi, le digital, voilà, ça peut permettre de débloquer aussi certaines choses. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur. Je me rappelle très bien d'ailleurs, c'est toi qui m'avais aidé, un des premiers, parce qu'on avait monté en fait récemment un site Facebook. Ça paraît anodin, mais et je me rappelle que tu m'avais donné des petites combines pour justement voilà, pour faire des posts qui soient sympas, etc., etc. Et en fait, on a développé des posts là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la communication de qualité. On essaye que ça soit sur les réseaux sociaux, sur du mailing. La Là, vidéo pour aussi, j'ai vu vous travailler. comment? J'ai vu que vous faites aussi des super belles vidéos, toujours, Voilà. de présentation de, je sais pas, des matchs par équipe, d'un event qui va se passer chez vous. Et c'est clairement le meilleur outil de communication aujourd'hui, quoi. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est aussi parce que je peux comprendre que les clubs nous disent on n'a pas les moyens, etc., etc., mais il faut savoir que notamment, par exemple, les vidéos du club, elles ont été faites gratuitement, c'est-à-dire que on se sert aussi un peu du réseau qu'on a au sein des clubs. Dans les clubs, en fait, il y a des gens qui ont plein de compétences, plein, plein, plein. Et donc, du coup, on s'est servi d'un des adhérents qui avait cette compétence-là. Voilà, on lui a demandé s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. Il nous a fait un truc génial. Là, on vient de le refaire pour l'académie. Génial.
Voilà, là, pour te dire aussi, on est un peu atypique. Par exemple, on utilise très peu finalement les outils de gestion fédéraux, ad hoc, etc., etc. On travaille avec une petite boîte qui s'appelle Kirola, et donc on a notre propre outil de gestion. Alors pourquoi c'est pas du tout, c'est pas du tout anti-fédé, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que nous, pour un club de cette taille-là, avec 1500, là l'année prochaine, on va être à 1600, on a 1050 enfants. Enfin, pour pouvoir gérer correctement ça, il faut des outils qui soient vraiment performants et intuitifs, etc., etc. Et au lieu d'attendre finalement que, que la Fédé ou les comités ou les ligues en fait, nous sortent des outils de qualité, et attention, je ne remets pas en question, il y a de la qualité et c'est très bien. Mais en tout cas, nous, moi, pour le club, j'estimais qu'il y avait peut-être besoin d'autre chose, tout simplement. Et donc, j'ai préféré aller au-devant de ça et le faire nous-mêmes, en fait, tout simplement. Donc, je sais que ça peut de temps en temps heurter certains, mais encore une fois, l'idée, c'est absolument pas d'être voilà, contre le système, mais pas du tout. Hein, pas du tout. D'ailleurs, on est plutôt en très bonne entente avec tous les clubs des environs. On a fait des conférences où on invite tout le monde. Euh, on a fait venir Olivier Le Thor, pareil, on a invité tous les profs. Enfin, l'idée, c'est au contraire, c'est de partager énormément. C'est de partager en fait les bonnes pratiques, tout simplement. Moi, je suis hyper curieux quand je vois dans des clubs. Là, j'ai vu un super truc qui a été fait à Gennevilliers. Vous avez fait une espèce de grande Coupe Davis, un truc incroyable. Bah, moi, mon premier réflexe, c'est je les appelle. Ok, vous avez fait comment? C'était super. Je pense qu'il faut se servir un peu de tout ce qui se fait de bien dans les clubs pour essayer de se l'approprier. Du coup, pour les auditeurs, c'est quoi, toi, ta fonction première au club d'Azur? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien? Comment est-ce que tu... J'imagine que du coup, tu gères l'équipe enseignante. Est-ce que tu as d'autres casquettes? Alors du coup, moi, je suis donc directeur sportif. On n'a pas de directeur général, mais en gros, moi, je suis quand même détaché. Je fais quasiment plus de terrain. Cette année, je n'en ai même pas du tout fait. L'année prochaine, je me mettrai un petit peu sur les plus petits. Euh, Moi, donc, je gère effectivement, on est quand même plus de 30 salariés. Donc, je gère en fait toute l'équipe des permanents. J'organise les plannings, j'organise des stages, enfin, j'organise un petit peu la structure de tout le monde. Je donne les objectifs et les tâches de chacun. Je m'occupe aussi de toute la partie communication. Donc, tout ce qui est fait sur la communication, c'est moi qui m'en occupe. Toute la partie subvention, avec ma collègue responsable administrative. Voilà, et puis plein de choses. En fait, on travaille. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Nous, je ne suis pas, moi, directeur, tout seul dans mon coin. Et puis après, non, on est tous dans un bureau. C'est une grande table ronde. Voilà, et on est, en gros, j'ai 7 permanences, que j'ai un responsable de club de tennis, un responsable compète. Voilà, chacun a des tâches bien établies, mais on travaille tous ensemble. Comment Voilà, est-ce que tu trouves les meilleurs profs pour enseigner aux jeunes et aux moins jeunes? Ça, c'est une vaste question. C'est, euh, Nous, j'ai la chance aussi d'avoir dans le comité des gens qui sont dans des postes d'entreprise. Voilà. Moi, je me sers beaucoup aussi de l'expérience des gens qui travaillent dans le milieu de l'entreprise. Euh, on reste une association, il n'y a pas de débat et il faut garder ça. Mais pourquoi on n'utiliserait pas aussi des process d'entreprise pour justement clarifier les choses donc, moi, je mets en place pas mal de process de recrutement. Là, on a recruté plusieurs personnes et je me rends compte que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et pour te dire, pour la petite histoire, c'est que pendant des années, on s'est dit, pour entraîner les meilleurs jeunes, il faut prendre un mec qui a été négat. Eh bien, écoute, c'est pas la réalité. Je ne vais pas les nommer, enfin, je peux le dire, mais là, moi, j'ai découvert des profs qui ont pas eu des classements extraordinaires, mais ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'en termes de, là pour te dire, tout ce qui est détection, par exemple, sur le baby tennis, on a Tu me une jeune parles de femme. Stéphane Attard, là? Non, je ne parle pas de Stéphane, justement, je parle de Julia Bat. Voilà, Julia qui a développé en fait voilà, un procédé pédagogique sur le baby tennis, c'est incroyable. Incroyable. Là, on sort des gamins à la baby compète, un niveau fou. Et voilà, Julia, elle a été 15-2. Et par contre, voilà, elle entraîne aussi les horaires aménagés, elle entraîne
des mecs en seconde série. Et il y a pas qu'elle, il y a Benjamin Gidon, il y en a plein. Donc moi, j'aime bien ce mélange. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les gens les plus motivés, ceux qui sont prêts voilà, à travailler tout simplement. Et après, il faut à se former surtout, hyper important. C'est-à-dire, quand je sens des gens hyper intéressés par se former, parce que c'est facile de dire, ah, moi j'ai été joueur, donc je vais être un bon entraîneur. C'est faux. Moi, le premier, hein, j'ai été très mauvais. Hein. Je pense que j'ai été un des pires entraîneurs. Je suis désolé hein, pour ceux que j'ai entraînés au début. Mais parce que quand tu justement, tu as été joueur, en fait, tu as ta vision en fait, des choses, mais elle t'appartenait en fait. Et c'est très difficile finalement sans vraies compétences bioméca, enfin, plein de trucs. Et j'ai été vraiment dans l'erreur et j'ai appris beaucoup de choses en faisant des formations, en lisant, en étant avec des gens passionnés. Et voilà. Pour te dire aussi, moi, c'est hyper important. J'ai 2 profs là cette année qui se sont formés, qui font un format de prépa mentale, format de prépa physique. L'année prochaine, j'ai Kevin qui va passer le DES. Julia et Fred qui vont faire une formation U7 à la Fédé. On fait venir chaque année, on fait venir Olivier Le Thor, on a fait venir plein de gens Par pour contre, justement. tu m'as volé une de mes super profs. Mince. Tu le sais ou C'est pas? ça. Non? Pauline. Pauline, bah voilà. Voilà, pareil dans le C'est très dur recrutement. ça, hein? Désolé, je ne savais pas qu'elle était. Ah oui, Bah mais si, oui, elle c'est. bosse avec nous sur The Court. Je pense que c'est celle qui a donné le plus de training avec Jules cette année. Mais Bon, c'est pas d'accord, mais il fallait qu'elle passe le DE une bonne fois tout à pour fait. toutes. Donc Bah voilà, tu voilà. vois, par exemple, ça c'est un feeling aussi, mais très rapidement. Tu sens que Pauline, enfin voilà, elle est hyper investie, hyper motivée. Et je pense, enfin après, voilà, je veux pas extrapoler, on verra, hein, mais je suis persuadé que ça sera un super élément. Voilà. Et j'espère te la voler même l'année d'après, tu Non, ça reviendra, vois. t'inquiète pas. Ok. Et du coup, c'est intéressant. Tu me dis que j'imagine que c'est le club qui pousse aussi un peu Ouais, les entraîneurs, les coachs à continuer de progresser. Parce que moi, enfin, c'est aussi une question de génération, j'imagine, mais il y a une époque pour moi où, enfin, d'ailleurs, dans tous les secteurs, tu avais fait tes études, tu commençais à bosser et tu te formais plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, moi, par exemple, j'ai 28, 29 ans, je suis toujours en permanence, déjà tous les jours, je me forme à un truc de 11h à 12h et j'ai l'impression que de plus en plus, la formation est tout le temps. Bref. Et donc, c'est intéressant que vous, en tant que club, vous intéressiez vos profs à devenir meilleurs, quoi. pour moi, tu as tout dit, c'est-à-dire que le tennis souffre un peu de ça. Il y a plein de sports émergents, il y a plein de sports qui arrivent, voilà, où c'est facile, tout ce qui est running, fitness, etc., etc. Où les gens n'ont pas besoin de. Finalement, c'est plus facile. Donc, il faut que nous, les clubs, on progresse et qu'on soit attractif. Et pour être attractif, il ne faut pas rater les wagons. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à se former. Moi, par exemple, l'année prochaine, je reprends des études, tu vois. Je reprends des études sur tout ce qui est web marketing digital parce que je me suis auto-formé et je suis pas bon. Enfin, je veux dire, je suis très très loin de. Voilà, quand j'en parle après avec des potes qui sont vraiment, eux, c'est leur métier, ils rigolent. Enfin, ils me disent, mais ouais, Seb, t'es très très loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, quelle plus-value on peut apporter en continuant à se former, quoi. Vraiment. Et là, pour que justement, que les gens reviennent au tennis, euh, ça passe aussi par l'enseignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que si tu restes sur tes acquis il y a quelques années, bah, ça ne va pas bouger. Enfin, là, donc, il y a eu la Galaxy Tennis, etc., etc. Nous, chaque année, on fait plein de réunions PEDA et chacun a le droit de dire ah, non, moi, je pense que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça va bouger, hein, de toute manière. C'est quoi votre objectif? Du coup, il y a un réel objectif développer la compétition et que vos jeunes soient parmi les meilleurs jeunes d'Île-de-France et j'imagine de France. Comment est-ce que vous entraînez ces joueurs à atteindre un très bon niveau de tennis national? Eh bien, écoute, c'est exactement le pan qui nous manque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a développé le centre de compétition énormément. On a plus de 80 enfants. Après, on entraîne tous les niveaux hein, sur le centre de compète. On a développé un pôle des horaires aménagés. Donc, cette année, on avait une quinzaine d'enfants
qui en gros allaient à l'école le matin et s'entraînaient l'après-midi. Mais effectivement, on n'a que des enfants pour l'instant qui sont plutôt au niveau régional. C'est vrai qu'on n'a pas on n'est pas encore sur le niveau national. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et donc cette année, on a monté une académie. Alors quand on dit une académie, c'est un gros mot, on n'est pas une académie, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'argent dessus. L'idée, c'est plutôt de dire on développe en fait un pôle un petit peu plus élite. C'est-à-dire que là, on a embauché en fait un entraîneur qui va pouvoir du coup être un peu un électron libre et du coup sur des projets plus forts va pouvoir accompagner finalement, parce que c'est le nerf de la guerre aussi, c'est l'accompagnement en tournoi, va pouvoir accompagner les enfants et voir des projets un peu plus forts sur le circuit national et international. Ça, c'est vrai que les clubs ne le font pas. Nous, on a mis en place toute une formule. Hein. Encore une fois, ça coûte très peu d'argent au club. C'est un montage financier qui est plutôt simple à faire. Et l'idée, c'est vraiment qu'on commence à être performant à la fois sur le niveau régional, puisque là, on est deuxième derrière le TCEB, ça fait 2 ans. On partait de très loin, on était très loin, et puis là, c'est vrai que ça fait des années où on commence un peu à grappiller. Notre objectif, il est très clair, hein, on veut passer devant le TCEB. Gentiment. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile, mais on essaye de mettre voilà, de mettre en sorte toute une manière en fait de faire de la détection des tout petits jusqu'au plus grand, avec des process bien précis, avec des entraîneurs par secteur, etc., etc. Et voilà, notre objectif, il est là pour l'instant. Et à moyen terme, c'est que ces jeunes-là vraiment soient les joueurs d'équipe, que ce soit la vitrine finalement du club. Et on n'oublie pas une chose, c'est que la compétition ne peut vivre qu'à partir du moment où le loisir se porte bien et où les gens sont contents de venir au tennis. Toute la difficulté qu'on a, nous, à Azur, c'est de trouver le juste milieu entre la pratique compétition et la pratique loisir. Pour rappeler qu'on a 8 terrains et on est 1400 membres, un peu plus de 1400 membres. Donc c'est tout l'enjeu et c'est ce qui est passionnant aussi hein, dans mon travail. Combien il y a de joueurs au TCBB, tu sais? Là, c'est la catégorie, ils sont, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je ne voudrais pas que Philippe Joliot m'en veuille, mais ils sont à plus de 4000, ça c'est certain. Et je pense qu'avec les nouveaux travaux, ils vont sans doute encore prendre un peu plus. Donc c'est vraiment. Moi j'admire, hein, je suis très admiratif de la gestion de ce club parce que c'est un mastodonte, quoi. C'est vraiment énorme à gérer. Et je trouve qu'ils le font plutôt très bien. Et c'est plutôt un exemple, voilà, pour moi, un exemple à suivre. Est-ce que vous faites des events un peu sur le tennis handisport? Alors, c'est une volonté. On a une DE qui a justement, en fait, qui est à la fois DE tennis et DE handisport. Et pour l'instant, malheureusement, on a une grosse problématique, c'est que notre club n'est pas encore aux normes. On est justement en train de voir avec la mairie parce qu'on a des terrains qui sont en sous-sol, qui ne sont pas en fait, qui sont pas accessibles tout simplement. Donc là, on est sur un projet qui est assez faramineux et du coup, qui va coûter beaucoup d'argent, mais où justement, il y aura la possibilité d'avoir un ascenseur en fait, qui va descendre sur les terrains et d'avoir en fait de l'accessibilité partout pouvoir venir au club. Donc pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas le faire, mais c'est dans les prévisions. Voilà, on a mis en place un projet sportif sur 4 ans et on espère que voilà, d'ici les 4 ans, on ait pu faire ces travaux. Dernière question sur le club. Est-ce que, comme beaucoup de clubs, ou peut-être je me trompe, vos créneaux en journée sont plutôt encore libres et vous souhaiteriez avoir plus de bookings en journée? Alors, très bonne question aussi, parce que du coup, pour moi, ça c'est aussi quelque chose d'assez important. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant encore pas mal de dispo plutôt le matin, l'après-midi de moins en moins. Pourquoi? Parce que comme on développe le centre de compétition, les horaires aménagés, on se retrouve quand même à prendre quand même pas mal de créneaux les après-midi. Mais effectivement, il y a toute une partie qui n'est pas prise. Nous, pour te dire, je fais de la pub parce que je trouve que c'est important. Il y a plein de petites boîtes qui se montent autour de ça. Nous, on a décidé
pour des raisons d'affinité, parce que je trouve que ce qu'ils font est très bien. On travaille avec les Déchaînés, qui est une petite boîte qui permet de faire de la location horaire sur des créneaux que le club choisit. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la main pour dire on laisse ces terrains voilà, à des heures creuses et s'il y a des gens qui veulent le faire de l'extérieur pour venir, ils peuvent le faire. Chez nous, évidemment, il y en a très peu puisqu'on a beaucoup de membres et qu'on ne peut pas se permettre de laisser trop de créneaux. Mais il y a eu tout un débat autour de ça. Ça a été très compliqué. Attention, ça va être compliqué, les petites boîtes comme ça. Moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, c'est un excellent complément. Ça permet de faire rentrer de l'argent aussi pour les clubs. Ça permet d'éviter de faire la location horaire. On pourrait le faire, hein, on pourrait très bien, hein, mais c'est-à-dire que là, du coup, c'est autonome. Nous, on n'a rien à faire. Hein. J'ai juste à cliquer sur les boutons pour ouvrir les créneaux et après, j'ai plus rien à faire. Et ça me va bien. Voilà. Mais je peux comprendre que ça puisse poser problème dans certains clubs. Et quand je vois plein de clubs où c'est vide, bah, moi, je préfère que des gens, même de l'extérieur, viennent jouer plutôt qu'ils soient vides. Je comprends pas pourquoi il y a des clubs qui trouvent que c'est un problème. Je dois vraiment être sur l'autre planète pour pas le voir. Ça, je pense que c'est une question que tu devrais poser directement à ces boîtes-là, mais je pense qu'il y a une peur un peu. On a parlé beaucoup d'ubérisation, voilà, du tennis, etc., etc. Je sais pas, j'ai l'impression Oui, que les c'est clubs, peut-être le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure sur cette notion de club, famille, avec les gens qui sont là. Après, s'il y a c'est personne en c'est pas journée de faux. 11 heures à 15 heures, il y a personne en journée de 11 heures à 15 heures. Et il y a certainement une opportunité que les gens, au bout de 3 fois, ils se disent, bon, bah, on prend une licence pour l'année prochaine, quoi. Mais bien sûr. Mais Ok. je suis entièrement d'accord et je vais même plus loin, c'est-à-dire que certains, que ce soit la Fédé, des comités, enfin peu importe, ou des clubs, se disent ok, on a 1 million, et d'ailleurs on est moins de 1 million de licenciés, d'accord, mais il y aurait 4 millions de pratiquants. Et on se dit, ben tiens, il faut qu'on aille récupérer ces pratiquants pour les remettre dans les clubs. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent effectivement une vie de club, il y a pas de débat là-dessus. Mais il y en a plein aussi qui n'ont pas envie, qui ont juste envie de consommer du tennis, qui veulent juste jouer une fois de temps en temps au tennis et venir. Voilà. Nous, le problème, c'est que moi, quand ils viennent, ils me disent bah, moi, j'aimerais bien venir jouer chez vous, mais je vais jouer 2 fois dans l'année. Et ben moi, je suis obligé de lui faire payer une cotisation à 400 € l'année. Il me dit mais ça n'a aucun sens. Bah, donc, il ne vient pas chez moi. Donc, forcément, je ne peux pas lui en vouloir. Après, c'est une question qui est complexe. Je ne suis absolument pas un expert là-dessus. Il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus. Moi, je donne ma vision voilà, de directeur de club, de mon club. Je ne veux absolument pas dire que j'ai raison ou pas. Moi, je trouve que c'est, en tout cas, ça a été aussi compliqué avec mes dirigeants. Hein. Il a fallu quand même l'argumenter, etc., etc. Je le comprends tout à fait. Mais au final, ça marche plutôt très bien. Et on a, pour le coup, on a un taux de conversion, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui étaient des déchaînés, qui en fait, eh ben, ils se retrouvaient à jouer toutes les semaines, et ben, ils ont pris une cotise. Une cotise printemps, là, par exemple, pour cette année. Donc je me dis, d'un autre côté, on a récupéré au moins quelques personnes. Donc ça, c'est top. Sinon, on ne les aurait jamais eu. Ouais, je suis d'accord avec ça. Comment est-ce que si je suis pas du club d'Azur, je peux prendre un cours particulier avec un prof? Non, Et est-ce que si je suis membre du club d'Azur, je peux prendre un cours particulier avec un prof? oui, Et mais avec comment un je prof fais? du club. Oui, bien sûr. Alors nous, on est plutôt très light. Chacun des profs, alors il y a des J'ai profs l'impression que c'est identifiés. la mafia, les cours particuliers en Non, c'est France. pas Je la comprends mafia, mais pas. c'est en fait, il y a une réglementation qui est assez stricte et qui n'est, je pense, pas respectée partout. Euh, Nous, pour te dire, hein, pour être tout à fait transparent, on a eu un contrôle URSAF en septembre. Hein. Ouais, c'est en septembre. Donc voilà, là-dessus, on est méga carré sur toute la gestion et notamment sur les indices. Il faut que les profs aient un numéro de tirette, il faut qu'ils soient déclarés, etc. etc. Nous, pour l'instant, on travaille assez simplement, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui sont identifiés. Quand ils font 1 heure, il y a un tarif, tous les profs font le même tarif. Il y a une reversion forcément pour le club, et après, donc, il est en indépendant, et il y a une reversion après, c'est eux qui font leur propre déclaration. Maintenant, je sais qu'il y a des clubs qui salarient leurs enseignants. Là-dessus, je pense que
tous les clubs ont des fonctionnements un peu différents. Nous, je vais te dire, c'est un peu fou, mais finalement, on ne fait pas tant d'indifs que ça. Parce qu'on propose déjà beaucoup de choses. Il y en a quand même un petit peu, mais nous, on est très light. Hein. Nous, les indifs, c'est que entre 8h et 17h en semaine. Pour te dire que c'est pas simple. Voilà, parce qu'il faut qu'on laisse la place aux jeunes. C'est quoi le montant d'un cours particulier? Nous, à Azure, on est à 45 € de l'heure. Ok. Ok, Sébastien. Ça peut paraître cher, hein, mais je pense que c'est par rapport du coup au prix des cotisations, etc., etc. Et puis, pour ce que le prof aussi doit récupérer à un moment donné après avoir, ça me paraît correct. J'ai À quelques. Paris, hein, à Paris, hein, je parle à Paris. Hein. Je viens Bien sûr, d'Orthès, ouais. évidemment, Orthès, on peut pas faire la même. Ouais, ceci dit, il y a certaines régions où c'est quand même très cher. Ah ouais? Bah, ça, Ouais, je sais ouais. pas. J'ai 3 dernières questions rapides pour toi, Sébastien. La première, c'est où est-ce que les gens peuvent aller pour retrouver des informations sur le club d'Azur en ligne? Eh bien, écoute, on a plusieurs vecteurs de com. Donc, on a un site internet. Voilà, le site internet qui est plutôt visible, hein, qui apparaît en premier. Tapez Azure Tennis, vous avez toutes les infos. On essaye de faire attention d'avoir un site plutôt intuitif pour avoir les infos. On a aussi un site pour l'académie, donc c'est www.azurtennisacademy.com pour les gens qui, soit pour des joueurs pro, soit des gamins qui ont envie d'être sur le pôle des horaires aménagés. J'ai pas dit aussi, mais en fait, on a développé aussi, parce qu'on a la chance d'avoir une salle, on vient de développer une activité fitness. Alors ça aussi, ça c'est moi qui le gère, tu vois. C'est assez lourd, mais on s'est lancé un peu dans l'aventure et je regrette pas, c'est génial. On a une page Facebook qui marche pas mal. On est à plus de 2000, je sais pas comment on dit, followers, je sais pas comment on dit. Mais voilà, qui marche pas Like. mal. Et pareil, qu'on alimente quand même assez régulièrement. Une page Insta aussi, qui commence à prendre aussi un peu d'ampleur. Et voilà, donc on est sur plusieurs. Donc si vous voulez nous suivre, il n'y a pas de problème. La deuxième question, si tu avais un mot de motivation à donner pour des joueurs qui veulent passer le cap d'aller faire des tournois. Ils jouent régulièrement, voilà, ils ont joué 2 fois avec les Déchaînés et à Azur. Ils ont pris 2 cours particuliers l'année d'après avec un prof à Azur et ils ont envie de passer le cap des tournois et ils le font toujours pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour leur motiver, pour les motiver? Pareil, ça c'est pas simple. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que le rôle d'un entraîneur, c'est de dire à celui qui va entraîner, écoute, on va s'entraîner. Donc, ça peut être des objectifs de maîtrise voilà, de technique, etc., etc. Mais ça doit surtout, le tennis, ça reste un sport de compétition, malgré tout. Et rien n'est que de se confronter à l'autre. Et c'est là aussi où on progresse énormément. Ça, 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 ça a aussi des contraintes émotionnelles, etc., etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait du sport. C'est-à-dire que c'est quand on fait de la course, ben, on essaye de battre des records. Quand on fait du tennis, quand on fait des sports de duel, c'est aussi pour aller pour se confronter aux gens. Donc, moi, je dis, il faut faire des tournois. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de perdre, de gagner. C'est un moment qui doit rester sympa. Maintenant, il faut que les tournois soient sympas. C'est un autre débat. Tu connais un tournoi sympa, toi? Bah, je connais celui d'Azur, voilà déjà. Non, le CNGT, en avril, on essaye de rendre le tournoi hyper convivial, quoi. Moi, les gens, quand ils viennent, on leur file une bouteille d'eau, ils ont des tarifs pour aller au resto, on fait des petites interviews. Enfin, voilà, faut rendre l'expérience du tournoi un peu plus attractive. C'est vrai que si tu vas dans un tournoi, tu as un numéro, tu payes 26 euros, bam, 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 tu as 3 balles, à la fin, bim, c'est fini, tu es dans un hangar tout pourri, machin, et tu as fait 1 heure de caisse aller, 1 heure de caisse retour, est-ce que tu as envie d'aller faire un autre tournoi? Je suis pas Non. certain. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, il faut prendre soin de ouf des tournois. Il faut redonner un peu vie au tournoi, quoi. Ouais. Mais Dernière question. il y en a Vas-y, je plein t'en des prie. tournois sympas. Il y en a plein, plein. J'en ai fait plein. J'ai fait tous les tournois de toute façon parisiens. Il y en a plein. Je ne vais pas tous les citer. Mais
Vas-y, donne-en 3. Que j'ai fait. Alors, j'en ai fait un qui est. Mais alors, il faut que tu me rappelles le nom. C'est justement. C'est pas à Creil. C'est pas à Creil. Je crois que c'est par chez toi. Ah non, c'est à Flers. Flers. Ah ouais, la vache, en Normandie. Magnifique, incroyable. Ah ouais? Un des meilleurs tournois, hébergement incroyable, les gens, un accueil hyper sympa, un clinique. Enfin voilà, c'était. Moi, j'ai un super souvenir de là-bas. C'est par chez Normandie. toi? Ouais, c'est ça. Non, enfin, c'est à l'opposé de la Normandie, mais c'est pas loin. La Ouais, petite surprise que je voulais te dire en début, c'est que je pars vivre au Pays Basque. la chance. On en Eh ben, reparlera en félicitations, off. parce que c'est bien passé. Super, tu vas où du coup? Je vais à Biarritz. Oh, génial. On en reparlera. La dernière question que j'ai pour toi, Seb, c'est si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur l'émission podcast The Court s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu recommanderais? Oh, il y en a plein, c'est difficile, il y en a plein. Un ou une d'ailleurs, j'ai trop peu de filles. Et qui serait quoi enfin, plutôt dans un domaine ou peu importe Peu importe. Et si t'as peut-être quelqu'un pas dans un club. Peut-être sur pas la dans- préparation physique, la préparation mentale. J'en ai, Un j'en ai ami, une plusieurs. amie. Il faut pas que je me plante, après je vais me faire engueuler. Donc, moi, moi, je, moi, je pense qu'il faut écouter les gens qui ont des idées un peu innovantes, qui sont un peu, qu'on n'entend pas partout, voilà, qu'on prenne des idées. Donc moi, j'ai été un peu bluffé par tout ce qu'avait fait Olivier Le Thor, par exemple. Un mec que tu connais peut-être, Tarek Francis aussi. Alors il est belge. Il est belge, mais c'est des mecs qui ont repensé aussi le modèle des clubs. C'est des mecs qui sont, enfin, pour moi, hyper intéressants. Voilà, à côté de moi, plus à côté, moi, je trouve qu'il y a un entraîneur, du coup, qui n'est pas de club, mais qui est un entraîneur du coup, au pôle, au comité. Je trouve qu'il y a une supervision des choses, c'est Mathieu PG. Je ne sais pas si tu connais aussi, mais qui, enfin, voilà, je trouve, fait un taf formidable. Après, il y a plein de gens, tu vois, si tu me parles tu vois, il pourrait y avoir Julia, tu vois, qui pourrait aussi parler un peu de son expérience sur le baby tennis. Moi, je trouve que ça serait intéressant aussi de parler aussi à des boîtes qui se lancent un peu là-dedans. Tu vois, je pensais typiquement à Nico Fedi des Déchaînés, par exemple, qui nous expose un peu comment ça pourrait fonctionner, que finalement tout ça peut devenir complémentaire, enfin voilà, qu'il explique un peu sa vision des choses, parce qu'au final, on met un peu comment dire, en conflit les gens, alors qu'au final, je pense que ça pourrait très bien marcher. J'en ai donné pas mal. Hein. Noté, t'inquiète. Sébastien, je te remercie pour cet échange d'une heure qu'on vient de faire. Merci Ben, d'avoir merci à toi. partagé aux auditeurs ta passion du tennis, la vie de ton club et les différentes anecdotes. Et ben, écoute, merci, c'était un plaisir. Et puis, écoute, à très bientôt. À bientôt, Seb. Merci. Salut, merci. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt!